Le matin d'automne arriva drapé de gris, une épaisse brume s'accrochant aux pierres anciennes de la chapelle Sainte-Catherine, tel un linceul, comme si les cieux eux-mêmes comprenaient la tragédie sur le point de se dérouler entre ces murs sacrés. L'air portait cette humidité particulière d'octobre, ni chaude ni froide, mais quelque chose de suspendu entre les saisons, entre l'espoir et la résignation, charriant avec elle le parfum des feuilles mortes et des rêves éteints. À l'intérieur de la chapelle, les bougies vacillaient d'une lumière incertaine contre la pénombre envahissante, leurs flammes tremblant comme si elles aussi sentaient l'anormalité de ce qui se passait. Lady Eleanor Hartwick se tenait devant l'autel dans une robe de soie ivoire et de dentelle de Bruxelles, une création qui avait demandé 3 mois de travail à 6 couturières, chaque point une petite prière pour le bonheur, chaque bouton de perles cousu avec la tendre conviction d'un avenir joyeux. Le voile cascadait dans son dos en une chute de tulle délicat, et dans ses mains, elle serrait un bouquet de roses blanches, les préférées de sa mère, choisies pour honorer la tradition et symboliser la pureté. Elle se tenait là depuis 17 minutes, bien que cela semblât durer 17 ans, observant la porte de la chapelle avec une attente qui devenait plus désespérée à chaque instant qui passait. Derrière elle, le froufroutement de la soie et les raclements de gorge se firent plus prononcés, se transformant d'une patience polie en quelque chose d'autre, quelque chose qui fit se hérisser sa peau au premier frémissement de l'alarme. Le vicaire transférait son poids d'un pied à l'autre, son livre de prière tenu devant lui comme un bouclier, ses yeux allant et venant entre Éléanore et la porte avec un malaise croissant. Elle pouvait entendre les murmures commencer, d'abord doux comme des ailes de papillons de nuit, puis gagnant en force et en substance jusqu'à sembler emplir l'air même autour d'elle. « Où est Lord Pemberton ? Il arrivera sûrement d'un moment à l'autre. Peut-être que la voiture a cassé une roue. Comme c'est étrange, comme c'est terriblement, terriblement étrange. » Eleanor sentit la vérité s'installer lentement en elle, telle la glace se formant sur un étang en hiver, commençant par les bords et progressant vers l'intérieur, jusqu'à ce que toute sa poitrine se sente gelée. Ses poumons luttant pour respirer sous le poids écrasant de la prise de conscience. Il ne viendrait pas. Thomas Pemberton, l'homme qui l'avait courtisé pendant 18 mois, qui avait récité de la poésie sous sa fenêtre et lui avait promis la lune et les étoiles, qui avait baisé sa main avec une si tendre révérence et juré devant son père qu'il la chérirait tous les jours de sa vie. Il ne viendrait pas. Les murmures devinrent plus forts, n'étant plus dissimulés derrière des mains gantées, et elle entendit le mot qu'elle en viendrait à mépriser par-dessus tout. Pitié. Pauvre Lady Eleanor. Pauvre, pauvre jeune fille. Quelle humiliation. Quelle chose absolument épouvantable. Elle resta figée, une statue sculptée dans la honte et l'incrédulité, jusqu'à ce que la main de sa mère touche enfin son coude, douce et brisée, et murmure « Viens, ma chérie, viens maintenant. » Mais Éléanore ne remonta pas l'allée comme une mariée ne devrait jamais le faire, seule et non mariée. Au lieu de cela, elle releva le menton avec une fierté qu'elle ne ressentait pas, rassembla ses jupes de ses mains tremblantes et s'avança le long de cette interminable bande de soie blanche, dépassant les visages de 200 invités, dont les expressions allaient du choc au scandale, jusqu'à cette terrible pitié qui anéantissait l'âme. Le voile resta en place, un bouclier miséricordieux entre elle et leurs regards, bien qu'il ne pût la protéger des murmures qui la suivaient comme des fantômes. Elle se tenait comme si elle était en effet une mariée, comme si quelque part devant elle l'attendait la joie au lieu de la ruine. Marchant vers le néant, avec toute la grâce qu'elle pouvait rassembler, les roses blanches serrées si fort dans ses mains que les épines lui tirèrent du sang qu'elle ne remarquerait que des heures plus tard, lorsque l'engourdissement céderait enfin la place à la douleur.
Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les semaines qui suivirent devinrent un flou de rideaux tirés et de correspondances sans réponse, alors qu'Eleanor se retirait dans les pièces assombries du manoir Hartwick comme une créature blessée cherchant la sécurité de sa tanière. La robe ivoire fut rangée par sa femme de chambre, dont les larmes coulaient abondamment, tandis qu'elle pliait la soie qui n'accomplirait jamais son dessein, et Éléanore regardait, les yeux secs, ayant découvert que certaines douleurs sont trop profondes pour les larmes, s'installant plutôt dans les os comme un froid hivernal qu'on ne peut chasser. Les invitations qui arrivaient autrefois quotidiennement, des demandes pour sa présence à des thés et des soirées, à des dîners et des rassemblements à la campagne, se réduisirent à un filet, puis cessèrent complètement, comme si son humiliation était contagieuse, quelque chose qui pourrait se propager à ceux qui s'approchaient de trop près. Les quelques visiteurs qu'elle reçut vinrent avec des expressions de sympathie soigneusement arrangées, qui ne firent qu'approfondir sa mortification. Leurs yeux fuyant les siens, tandis qu'ils murmuraient des platitudes sur le temps qui guérit toutes les blessures et les mystérieux desseins du Seigneur, des mots qui ne signifiaient rien et ne changeaient rien. Sa mère s'asseyait avec elle le matin, son ouvrage de couture sur les genoux, mais ses yeux cherchant constamment le visage d'Éléanore, à la recherche de signes de rétablissement qui ne venaient pas, tandis que son père se retirait dans son bureau, incapable de trouver des mots à la hauteur de sa fureur contre l'homme qui avait fait cela à sa fille. Sa jeune sœur Charlotte apparaissait à sa porte à des heures indues, apportant du thé, des livres ou simplement sa présence, comprenant d'une manière ou d'une autre que le silence était plus réconfortant que la parole. C'est Charlotte qui lui dit finalement la vérité que le reste de la maisonnée avait conspiré pour lui cacher. Lord Pemberton s'était enfui sur le continent 3 jours avant le mariage, accompagné de Madame Catherine Whitmore, une veuve avec qui il entretenait une liaison depuis le début de sa cour auprès d'Eleanor. Les mots la frappèrent comme des coups physiques, chaque détail une nouvelle violence. Il avait embrassé Eleanor tout en aimant une autre, avait planifié un avenir avec elle tout en ayant l'intention de l'abandonner, s'était tenu dans le bureau de son père pour demander sa main alors que son cœur appartenait ailleurs. La cruauté de la chose était stupéfiante, le calcul nécessaire pour maintenir une telle tromperie tout en la regardant dans ses yeux confiants. Une lettre arriva la 3e semaine, transmise par l'avoué de Pemberton avec un dégoût évident, et Éléanore l'ouvrit avec des mains qui ne tremblaient plus parce qu'elle avait dépassé le tremblement pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus permanent. Ces mots étaient brefs et d'une honnêteté brutale dans leur égoïsme. Il avait réalisé qu'il ne pouvait pas se marier sans amour, avait trouvé cet amour ailleurs, et croyait qu'elle finirait par comprendre et peut-être même le remercier pour son honnêteté. L'audace de la chose, qu'il présente sa trahison comme une bonté, son abandon comme une intégrité, alluma quelque chose dans sa poitrine qui aurait pu être de la rage si elle avait possédé l'énergie pour une émotion si vitale. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cheminée du bureau de son père, tendit la lettre aux flammes jusqu'à ce que le feu prenne, et regarda le papier noircir et s'enrouler, son écriture soignée disparaissant en cendres et en fumée, emportant avec elle les derniers vestiges de la jeune fille qui avait cru en la poésie et aux promesses, laissant derrière elle quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus seul. 4 ans s'étaient écoulés depuis ce matin gris d'octobre, 4 ans au cours desquels Eleanor Hartwick s'était transformée de fiancée abandonnée en quelque chose de tout à fait différent, pas tout à fait ce qu'elle avait été auparavant, car cette jeune fille innocente était partie pour toujours, mais quelque chose de plus dur et de plus délibéré, une femme construite de volonté et de nécessité plutôt que d'espoir et de sentiment. Elle était devenue une figure de respectabilité discrète dans le comté.
Ses journées occupées par la gestion pratique des affaires du domaine de son père, un rôle qu'elle avait assumé progressivement pendant ces sombres mois d'isolement et qu'elle accomplissait maintenant avec une compétence qui la surprenait même elle-même. Les livres de contes, qui avaient autrefois semblé d'une complexité impossible, lui livraient maintenant leurs secrets sous son attention patiente, et elle se découvrit un talent pour l'organisation et l'efficacité qui étaient restés latents sous les accomplissements futiles attendus des jeunes dames, l'aquarelle et le pianoforte, le français et la couture qui préparaient au salon mais pas à la vie. Elle assistait aux événements mondains avec une régularité soignée, comprenant qu'un retrait complet la marquerait comme brisée plutôt que simplement blessée. Mais elle maintenait une distance qui était devenue sa signature, une réserve polie qui décourageait l'intimité tout en préservant les convenances. Les invitations étaient revenues progressivement, bien qu'elles eussent maintenant une qualité différente, comme si elle était un cas de charité à inclure par obligation plutôt que par désir, et elle les acceptait avec la même grâce froide avec laquelle elle déclinait les tentatives de cours occasionnelles et peu enthousiastes de veufs et de fils cadets qui voyaient en elle une option respectable, non encombrée d'attentes excessives. Elle était devenue connue, et elle le savait avec une clarté amère, comme la femme qui fut abandonnée devant l'autel, son identité figée dans ce moment d'humiliation publique, comme si rien de ce qu'elle avait fait avant ou après ne pouvait importer autant que ce seul jour où elle avait attendu un homme qui n'était jamais venu. Sa compétence dans la gestion du domaine, son intelligence en matière de commerce et de politique, ses actes de charité discrets dans le village, rien de tout cela ne signifiait autant que cet abandon fondateur, et elle avait parfois l'impression d'être un personnage dans une histoire dont l'intrigue s'était conclue prématurément, la laissant errer dans les chapitres suivants, tel un fantôme au but narratif avorté. Pourtant, sous l'armure qu'elle s'était forgée, sous l'efficacité froide et les sourires mesurés, il restait quelque chose qu'elle essayait désespérément d'ignorer, un désir de connexion qui se manifestait dans les moments de calme où sa garde baissait, quand elle regardait sa sœur Charlotte avec son nouveau mari et ressentait une douleur qu'elle ne pouvait nommer, quand elle passait devant la chapelle Sainte-Catherine et se souvenait non pas de l'humiliation, mais de l'espoir qu'elle avait ressenti avant qu'il ne soit détruit. Elle se disait que la sécurité était suffisante, que l'indépendance était une sorte de victoire, qu'elle avait transcendé le besoin d'attachement romantique, mais aux heures les plus profondes de la nuit, elle savait que c'était des mensonges, comprenait qu'elle n'avait pas transcendé le désir, mais l'avait simplement enfoui sous la peur, et ce conflit interne l'épuisait plus que n'importe quelle quantité de registres ou de correspondances ne le pourrait jamais. Alors que l'automne arrivait une fois de plus, apportant avec lui l'ouverture traditionnelle de la saison mondaine, Éléanore se prépara à une autre série d'endurances polies, arrangeant son visage dans son expression habituelle de neutralité agréable, n'imaginant jamais que cette saison serait différente de toutes celles qui l'avaient précédée, ne se doutant jamais que la transformation n'était pas toujours une chose que l'on choisit, mais parfois une chose qui vous choisit, arrivant non invitée et irrésistible, comme le changement des feuilles ou le tournant des marées. La réception à la campagne au domaine de Meadowbrook battait déjà son plein quand Éléanore arriva avec ses parents, la grande salle remplie des visages familiers de la société du comté et de plusieurs personnalités notables de Londres. Attirée par la réputation des légendaires divertissements d'automne de Lady Pemberton, un fait qui frappa Éléanore d'une ironie amère, car leur hôtesse partageait un nom de famille avec l'homme qui l'avait détruite, bien qu'aucune parenté n'existât entre eux. Elle avait perfectionné l'art d'entrer dans de tels espaces avec son armure entièrement en place, son expression agréablement neutre, sa posture transmettant une confiance tranquille, tandis que ses yeux restaient soigneusement détournés de tout contact trop direct, une stratégie qui lui permettait d'être présente sans être vraiment visible, de remplir ses obligations sociales sans risquer de véritables connexions.
C'est lors de sa retraite vers la sécurité relative du salon de musique, cherchant un répit temporaire au bourdonnement incessant de la conversation et des rires, qu'elle le remarqua pour la première fois, une grande silhouette debout près des fenêtres, son profil sévère et saisissant contre la lumière de l'après-midi, son attention portée sur les jardins au-delà plutôt que sur la réunion derrière lui, suggérant un homme aussi désireux qu'elle d'échapper à la performance de la sociabilité. « Lady Eleanor Hartwick », annonça la voix de son hôtesse avec un volume inutile, l'ayant suivie dans sa prétendue fuite avec un nouvel invité à ses trousses. « Puis-je vous présenter Sa Grâce, le duc de Thornwick, récemment revenu de son service diplomatique à Vienne. » Eleanor se tourna avec une courtoisie exercée, tendant la main et offrant les mots de salutation appropriés, tandis que son esprit cataloguait les détails avec l'évaluation automatique qui était devenue une seconde nature. Nathaniel Ashford, duc de Thornwick, peut-être 35 ans, connu pour son intelligence et sa réserve, recherché par les mères ambitieuses, mais apparemment désintéressé du marché du mariage, sa réputation suggérant un homme plus à l'aise avec les traités qu'avec les conversations de salon. Ses yeux étaient gris, remarqua-t-elle, d'un gris clair et pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences de surface vers quelque chose de plus profond, et lorsque son regard croisa le sien, elle sentit un frémissement inattendu de conscience qu'elle réprima immédiatement, le reconnaissant comme dangereux, une trahison de la distance prudente qu'elle maintenait. « Lady Eleanor, dit-il, sa voix basse et mesurée, dépourvue du charme effusif qui caractérisait tant d'hommes de son rang. Lady Pemberton a mentionné que vous avez joué un rôle déterminant dans la gestion des améliorations agricoles au manoir Hartwick. J'avoue que je suis plus intéressé à discuter de la rotation des cultures que du temps qu'il fait. Si vous voulez bien pardonner une conversation si peu à la mode. » La surprise de la chose, qu'il l'ait recherché non comme un objet de curiosité ou de pitié, mais pour ses connaissances, qu'il ait d'une manière ou d'une autre appris son travail plutôt que son scandale, créa une petite fissure dans son armure, et elle se retrouva à répondre avec un engagement sincère plutôt qu'avec une dérobade polie, leur conversation se tournant vers les défis de la modernisation de la gestion des domaines, tout en préservant le bien-être des tenanciers, vers les nouvelles théories agricoles débattues à Londres, vers les applications pratiques des méthodes agricoles scientifiques. Il écoutait avec une attention concentrée, posait des questions intelligentes, offrait des perspectives de ses propres domaines qui suggéraient un homme qui s'impliquait dans de telles affaires plutôt que de les déléguer entièrement à des intendants, et Éléanore ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 4 ans, une excitation intellectuelle, le plaisir d'être comprise comme un être pensant plutôt que simplement décoratif ou tragique. Leur discussion dura peut-être 20 minutes avant que le devoir et les convenances n'exigent qu'ils retournent à la réunion plus large, mais en s'éloignant, Éléanore emporta avec elle le souvenir de ses yeux gris, la regardant avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect, et la conscience troublante que quelque chose avait changé dans son monde soigneusement contrôlé, bien qu'elle ne pût encore nommer quoi, ni si elle se réjouissait ou craignait ce changement. La deuxième rencontre eut lieu 3 jours plus tard au salon du soir de Lord et Lady Ashworth, l'un de ces rassemblements soigneusement orchestrés, où le discours politique devait se mêler au raffinement culturel, où les messieurs discutaient des affaires parlementaires autour d'un verre de Porto, tandis que les dames étaient reléguées à la couture et au commérage dans une pièce adjacente. Une division qu'Eleanor avait toujours trouvée étouffante, bien qu'elle eût appris à y naviguer avec la même neutralité prudente qu'elle appliquait à toutes les situations sociales. Elle s'était positionnée près d'une fenêtre avec un volume de poésie, créant l'apparence d'un contentement occupé qui décourageait la conversation quand elle prit conscience de sa présence avant même de le voir, un certain changement dans l'air ou une qualité d'attention
qui la fit lever les yeux pour trouver le duc de Thornwick debout devant elle, avec une expression de ce qui semblait être un plaisir sincère à la rencontre. « Lady Eleanor, dit-il, sa voix portant cette même qualité mesurée dont elle se souvenait, je me demande si je pourrais abuser de votre intelligence. Il y a une question d'une certaine complexité politique débattue avec assez de passion dans l'autre pièce, et je me trouve curieux d'une perspective non colorée par la posture masculine et l'ambition parlementaire. » L'inattendu de la chose. La reconnaissance implicite que l'exclusion des femmes de telles discussions représentait une perte de perspicacité précieuse plutôt que l'ordre naturel, créa cette même fissure dangereuse dans son armure, et elle se surprit à mettre de côté la poésie et à s'engager avec sa question sur les réformes proposées aux lois sur les pauvres, leur conversation s'approfondissant rapidement au-delà des spécificités politiques pour aborder des questions de philosophie morale et de responsabilité sociale. Il écoutait avec une intensité presque déconcertante, s'appuyant sur ses observations plutôt que de les rejeter ou de les traiter avec condescendance, et elle découvrit en lui un esprit qui valorisait la complexité plutôt que les réponses faciles, la nuance plutôt que le dogme. Une qualité d'honnêteté intellectuelle qu'elle avait rarement rencontrée dans les discours de salon. Ils en étaient venus à discuter d'un récent traité philosophique quand elle prit conscience des murmures, ce son familier qui la hantait depuis 4 ans, et elle saisit les mots « le malheur de la pauvre Lady Eleanor » venant de la direction de Lady Haversmith, suivi de murmures spéculatifs sur l'attention du duc envers quelqu'un avec son histoire malheureuse. La vieille honte lui monta à la gorge, chaude et suffocante, le rappel qu'elle ne serait jamais simplement Éléanore, simplement une femme avec des pensées et des capacités, mais toujours la fiancée abandonnée, l'objet de pitié et de commérage, et elle sentit qu'elle commençait à se retirer, à se replier derrière ses murs prudents. Mais Nathaniel, elle avait commencé à penser à lui comme Nathaniel plutôt que le duc, bien qu'elle n'eût jamais prononcé son prénom à voix haute, se tourna avec une fluidité délibérée qui suggérait qu'il avait entendu chaque mot, s'adressant à Lady Haversmith avec une parfaite courtoisie pour s'enquérir de la récente nomination de son fils, redirigeant la conversation avec une telle habileté que les commérages furent désamorcés sans confrontation directe, protégeant Eleanor de tout examen plus approfondi, tout en lui permettant de conserver sa dignité. Quand il se retourna vers elle, ses yeux gris contenaient quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la compréhension, et il dit doucement « Je me demande, Lady Eleanor, si vous apprécieriez de faire un tour dans le jardin. Je trouve que l'air ici est devenu plutôt vicié. » C'était une échappatoire offerte avec une plausibilité parfaite, une gentillesse étendue sans fanfare ni attente de gratitude. Et Éléanore se surprit à accepter d'un signe de tête hésitant, surprise de découvrir qu'elle était traitée non pas comme une tragédie à plaindre, mais comme une personne à valoriser, et terrifiée par combien cette simple distinction lui donnait envie d'espérer à nouveau. Le jardin d'Ashworth House s'était abandonné à la douce décadence de l'automne, les parterres formels conservant encore leur structure mais adoucis par la beauté mélancolique de la saison, des pétales de roses éparpillés sur les allées de gravier comme des confettis abandonnés, l'air portant ce parfum particulier de verdure finissante et d'hiver approchant. De fin qui promettait un renouveau éventuel, bien que la promesse semblât lointaine et incertaine dans la lumière ambrée de la fin d'après-midi. Eleanor marchait aux côtés de Nathaniel le long du sentier périphérique, parfaitement consciente de la distance convenable maintenue entre eux, de la façon dont ses jupes murmuraient contre la bordure de pierre, de la manière dont le soleil couchant projetait leurs ombres longues et séparées sur l'herbe, 2 formes distinctes qui fusionnaient occasionnellement lorsque le sentier se rétrécissait mais ne se touchaient jamais tout à fait en réalité,
seulement dans cette obscurité projetée qui semblait en quelque sorte plus honnête que leur séparation physique soignée. Leur conversation était passée du politique et philosophique à quelque chose de plus personnel. Bien que toujours soigneusement gardée, et elle se surprit à l'écouter parler de la solitude particulière de sa position, de la façon dont le devoir et les attentes créaient une sorte d'isolement que les foules ne pouvaient pénétrer, de la façon dont on pouvait être entouré de gens, cherchant faveur ou alliance, et se sentir encore fondamentalement seul, compris de personne, connu de personne, vu seulement comme un titre et un ensemble de responsabilités, plutôt que comme un homme avec des pensées, des doutes et les mêmes désirs humains qui animent chaque cœur. « J'ai passé une grande partie de ma vie, dit-il doucement, s'arrêtant pour examiner une rose tardive qui avait survécu aux récentes nuits froides, ses pétales teintés de gel, mais s'accrochant encore à la beauté. À jouer un rôle qui laisse peu de place à une connexion authentique. On apprend à être prudent, à supposer que l'intérêt est stratégique plutôt que sincère, que l'amitié est souvent une pétition déguisée pour de l'influence. Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance qui reflétait sa propre expérience, bien que d'une direction différente, car elle aussi avait appris que l'intérêt des gens pour elle concernait rarement qui elle était vraiment, mais ce qu'elle représentait, bien que dans son cas ce ne fût pas le pouvoir qu'il cherchait, mais l'excitation de la tragédie, la satisfaction de plaindre quelqu'un dont le malheur faisait paraître leur propre vie plus heureuse en comparaison. « Je comprends quelque chose de cet isolement », s'entendit-elle dire, les mots sortant avant que son contrôle prudent ne puisse les arrêter, bien que peut-être de la perspective opposée, être vu seulement comme un moment d'humiliation publique, plutôt que comme une personne complète, voir toute son identité réduite à un seul jour terrible. Ils avaient atteint un petit banc de pierre sous un chêne ancien, ses branches presque nues maintenant, et d'un commun accord tacite, ils s'assirent, maintenant cette distance prudente, mais d'une manière ou d'une autre plus proche, en compréhension que la proximité seule ne pourrait jamais l'atteindre. Et dans le silence qui suivit, Eleanor ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 4 ans. Le réconfort d'être comprise sans avoir besoin d'expliquer, de la reconnaissance passant entre deux personnes qui avaient appris à se protéger, mais qui, timidement, prudemment, baissaient leur garde en présence de quelqu'un qui pourrait comprendre ce que cette protection coûtait. Nathaniel se tourna pour la regarder directement, ses yeux gris tenant les siens, avec une intensité qui aurait dû sembler intrusive, mais qui donnait plutôt l'impression d'être vraiment vue, et il dit « Il faut un courage immense, je pense, pour continuer à paraître en société quand la société s'est montrée cruelle. Il serait bien plus facile de se retirer complètement, et pourtant, vous persistez avec une grâce et une dignité qui témoignent d'une force extraordinaire. » Les mots atterrirent dans un endroit qu'Eleanor ne savait pas attendre, un espace intérieur profond qui s'était préparé à la pitié ou à l'admiration du mauvais genre. Mais voici qu'il y avait quelque chose de différent, le respect pour une qualité qu'elle n'avait jamais nommée en elle-même, la reconnaissance d'un choix qu'elle n'avait pas réalisé, qu'elle faisait chaque fois qu'elle entrait dans un salon ou acceptait une invitation, le simple courage de refuser de disparaître, malgré combien il aurait été plus facile de disparaître. Alors qu'il se levait pour retourner à la maison, le crépuscule rendant une absence prolongée de la fête des conseillers, Eleanor réalisa qu'elle souriait, et puis, de manière inattendue, merveilleuse, terrifiante, elle riait d'une petite observation qu'il fit sur les arrangements trop dramatiques de feuillage d'automne de leur hôtesse, et le son de son propre rire sincère la surprit, car elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ri sans que le son ne soit une performance de normalité, un masque d'aisance couvrant l'engourdissement prudent en dessous. En retournant à travers le jardin avec les lumières de la maison se rapprochant,
Éléanore sentit l'espoir s'agiter contre sa volonté, dangereux et insistant comme la croissance printanière perçant le sol gelé. Et avec l'espoir vint une terreur immédiate, le souvenir viscéral de ce que l'espoir lui avait coûté auparavant, le rappel que laisser quelqu'un compter lui donnait le pouvoir de détruire, que l'ouverture, même légère, de son armure soigneusement construite, pourrait laisser entrer non seulement la lumière, mais une douleur dévastatrice. Et elle se retrouva à la fois à vouloir courir vers cette connexion inattendue et à la fuir complètement. Prise entre le désir de quelque chose de réel et la peur que la réalité se soit déjà avérée indigne de confiance, qu'elle était à nouveau sotte, à nouveau naïve, se préparant à une autre humiliation qu'elle pourrait ne pas survivre 2 fois. Les semaines qui suivirent la rencontre dans le jardin d'Ashworth House s'accumulèrent avec une inévitabilité tranquille qu'Eleanor trouva à la fois palpitante et terrifiante, alors que l'automne s'approfondissait dans la clarté vive de l'hiver approchant et que le duc de Thornwick devenait une présence de plus en plus fréquente dans sa vie soigneusement ordonnée. Ses visites au manoir Hartwick concernaient ostensiblement des affaires avec son père, des questions sur les pratiques de gestion des terres, des demandes sur une lignée particulière de moutons que Lord Hartwick avait développée, des requêtes pour des introductions auprès de l'intendant remarquablement efficace du domaine. Mais Eleanor n'était pas assez naïve pour croire que ces consultations nécessitaient l'attention personnelle d'un duc, ni qu'elles justifiaient les livres qu'il commença à lui laisser, des volumes de philosophie et de poésie qui apparaissaient dans le salon, avec son nom inscrit sur de petites cartes de sa main précise et élégante, des sélections qui révélaient qu'il avait prêté attention à leur conversation, avec un soin qui lui serrait la poitrine, d'un mélange de chaleur et de peur. Sa sœur Charlotte le remarqua la première, bien sûr. Apparaissant un soir dans les appartements d'Éléanore, avec des yeux brillants, d'une excitation contenue pour déclarer que le duc était passé 3 fois en une seule semaine et que sûrement Éléanore devait voir ce que cela signifiait, devait comprendre qu'un homme de sa position ne faisait pas de tels efforts sans une intention sérieuse. Et leur mère commença à manifester cette qualité particulière d'espoir prudent qu'Éléanore trouvait presque insupportable, comme si elle craignait que nommer la possibilité à voix haute ne la fasse se dissoudre comme une brume matinale, ne laissant que la déception dans son sillage. Éléanore elle-même traversa ces semaines dans un état d'hypervigilance, examinant chaque geste et chaque mot à la recherche de signes d'une trahison éventuelle, guettant le moment où l'intérêt de Nathaniel s'estomperait ou se révélerait être autre chose que ce qu'il paraissait, un jeu cruel ou, pire, une pitié sincère pour la femme abandonnée qui avait appris à gérer des domaines parce qu'elle n'avait rien d'autre pour occuper l'espace vide où un mariage aurait dû être. Ce fut lors d'une de ces visites, alors qu'il s'était retiré dans la bibliothèque ostensiblement pour discuter d'un traité philosophique sur le devoir moral qu'il lui avait prêté la semaine précédente, que le moment arriva qui semblerait plus tard inévitable, mais qui, sur l'instant, parut comme une petite catastrophe. Il débattait d'un argument particulièrement complexe sur la relation entre la conscience individuelle et l'obligation sociale. Éléanore, faisant un geste pour souligner un point sur la logique défectueuse de l'auteur, quand leurs mains se frôlèrent sur les pages ouvertes du livre, et le contact envoya une telle décharge de conscience à travers elle qu'elle se figea, tous ces murs soigneusement construits devenus soudainement fins comme du papier, et elle leva les yeux pour le trouver, la regardant avec une expression qui contenait un désir si indubitable qu'elle ne pouvait prétendre ne pas comprendre, ne pouvait se réfugier derrière une ignorance polie. Ils retirèrent tous deux leurs mains rapidement, le moment passant en moins d'un battement de cœur, la conversation reprenant avec une concentration déterminée sur les abstractions philosophiques, mais quelque chose avait changé. Une reconnaissance était passée entre eux qui ne pouvait être reprise. Et alors qu'Eleanor le regardait se préparer à partir 1 heure plus tard, notant la manière prudente dont il n'insistait jamais au-delà de ce qu'elle offrait,
ne demandait jamais plus de temps ou d'attention qu'elle n'était prête à donner, elle commença à comprendre que sa patience n'était pas tactique, mais plutôt la preuve d'un respect fondamental pour son autonomie, pour son droit à se protéger, et cette reconnaissance était peut-être plus dangereuse que n'importe quelle déclaration passionnée aurait pu l'être, car elle suggérait que Nathaniel Ashford était précisément le genre d'homme qui pourrait réellement être digne de confiance, ce qui rendait la perspective de lui faire confiance absolument terrifiante. Le bal de Winstead représentait le point culminant de la saison d'hiver. Sa salle de bal scintillant de suffisamment de chandelles pour rivaliser avec les étoiles qu'Eleanor ne pouvait voir au-delà des fenêtres, allant du sol au plafond. L'air était épais des parfums mêlés des fleurs de serre et des parfums coûteux, et de cette atmosphère particulière de chaleur provenant de centaines de corps se déplaçant à travers des rituels sociaux prescrits. Elle avait accepté d'y assister principalement parce que refuser aurait semblé déplacé, étant donné que Nathaniel serait présent, mais maintenant, debout près d'une des tables de rafraîchissement avec une coupe de champagne qu'elle n'avait aucune intention de boire, Eleanor se demandait si elle n'avait pas fait une terrible erreur de calcul en se soumettant à cette forme particulière de surveillance publique. Elle était consciente des murmures depuis des semaines, de la façon dont les conversations semblaient s'interrompre lorsqu'elle entrait dans une pièce pour reprendre avec une énergie accrue une fois qu'elle était passée, des regards entendus échangés entre les matrones qui avaient perfectionné l'art de communiquer des volumes par le plus petit geste. Mais ici, dans la salle de bal, la spéculation avait atteint un crescendo qu'elle ne pouvait plus ignorer, car elle entendit son nom, pas fort, mais avec cette qualité particulière de portée qui suggérait que les locuteurs voulaient être entendus, et les mots qui suivirent la frappèrent comme des coups physiques malgré leur cruauté familière. L'attention du duc pour cette pauvre femme semble assez marquée, n'est-ce pas? La voix de Lady Ashworth, sirupeuse de fausse sollicitude, s'échappa de derrière un arrangement de fougères qui offrait une dissimulation inadéquate au petit groupe qui s'y était rassemblé. On doit s'interroger sur ses motivations. La pitié joue sûrement un rôle, car quoi d'autre pourrait intéresser un homme de son rang chez quelqu'un d'aussi marqué par le scandale? Une autre voix, plus jeune, ajouta avec une joie à peine contenue. Peut-être entretient-il une liaison, et sait-il qu'elle est trop désespérée pour la respectabilité pour le refuser, trop reconnaissante de toute attention pour exiger des intentions honorables. Et le rire qui suivit fut doux mais indubitable, conçu pour blesser tout en maintenant une dénégation plausible s'ils étaient confrontés. Eleanor sentit les mots rouvrir des blessures qu'elle avait cru cicatriser. La vieille humiliation refluant avec une intensité viscérale, elle était de nouveau devant l'autel, consciente des yeux apitoyés, consciente de sa propre sottise d'avoir espéré, consciente qu'elle serait toujours définie par ce moment d'abandon public, peu importe ce qu'elle accomplirait ou qui elle deviendrait. La salle de bal devint soudainement suffocante, la lumière des bougies trop vive, la pression des corps trop proches, l'air même conspirant pour lui rappeler qu'elle n'échapperait jamais au poids des jugements des autres, qu'elle ne serait jamais vue comme autre chose qu'un objet de pitié ou de spéculation. Elle posa son verre avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, des années de sang-froid exercées la servant même maintenant, et se dirigea vers les portes de la terrasse avec des pas mesurés qui ne trahissaient rien de sa détresse intérieure, souriant vaguement aux connaissances qu'elle croisait, maintenant la performance de l'aisance, même si quelque chose dans sa poitrine menaçait de se fendre. Ce n'est que lorsqu'elle atteignit l'air froid de novembre de la terrasse qu'elle s'autorisa à s'appuyer contre la balustrade en pierre, luttant contre des larmes qui ruineraient son maquillage soigneusement appliqué et fourniraient plus de matière au commérage de demain, respirant profondément un air qui sentait les feuilles mortes. L'hiver approchant et la promesse de désolation qui correspondait à son paysage intérieur soudainement désolé.
Elle ne l'entendit pas s'approcher, tant elle était perdue dans l'effort de reconstruire son sang-froid. Mais alors, la voix de Nathaniel vint de son côté, calme et inquiète. « Eleanor, que s'est-il passé ?» Et elle ne put se résoudre à le regarder, ne pouvant supporter de voir de la pitié ou pire, la confirmation que les murmures disaient vrai, dans ses yeux gris, qui avaient commencé à signifier trop pour elle, malgré toutes les protections qu'elle avait tenté de maintenir. « Ce n'est rien, » réussit-elle à dire, sa voix pas tout à fait stable. « Simplement les observations habituelles qui suivent les femmes dans ma position. » Mais il se rapprocha, sans toucher mais présent, solide, réel, d'une manière qui lui donnait simultanément envie de s'appuyer sur sa force et de fuir le danger d'en dépendre. « Je perçois que ce n'est pas rien, » dit-il prudemment, et il y avait quelque chose dans son ton, une colère à peine contrôlée, qui n'était pas dirigée contre elle, qui la fit enfin se tourner pour lui faire face, trouvant son expression figée dans des lignes de fureur froide qui transformaient ses traits habituellement calmes en quelque chose de presque effrayant dans son intensité, bien qu'elle comprît instinctivement que la colère était protectrice plutôt que menaçante, dirigée vers l'extérieur plutôt que vers elle. Il soutint son regard pendant un long moment avant de parler à nouveau, ses mots délibérés et pesés d'une conviction absolue. « Je n'ai jamais agi par pitié de ma vie, Lady Eleanor, et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Quelle que soit la spéculation qui a lieu dans cette salle de bal, c'est le domaine des petits esprits en quête de divertissement, et je ne permettrai pas que leur jugement détermine mes actions, ou, je l'espère, les vôtres. » Et Éléanore sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, les murs prudents qu'elle avait maintenus, développant des fissures à travers lesquelles un espoir dangereux commença à s'infiltrer malgré tous ses efforts pour le contenir, bien que la peur dominât encore, murmurant encore qu'espérer à nouveau ne mènerait qu'à une dévastation plus grande que celle qu'elle avait déjà survécue. L'information parvint à Nathaniel Ashford de la manière dont la plupart des révélations importantes se produisent, non pas par une recherche délibérée, mais par la conversation désinvolte d'une connaissance bien intentionnée qui supposait qu'il possédait déjà une connaissance qui, en fait, allait altérer entièrement le paysage de sa compréhension. Il était à son club, passant en revue sa correspondance avec un verre de Porto qu'il n'avait pas particulièrement envie de boire, quand Lord Wetherby s'installa dans le fauteuil adjacent avec la familiarité confortable d'une vieille amitié, et remarqua, presque en aparté, qu'il était remarquable de voir Lady Eleanor Hartwick s'aventurer de nouveau en société avec un tel sang-froid, compte tenu de la dévastation absolue de cette affaire avec Pemberton 4 ans auparavant. Et lorsque l'expression soigneusement neutre de Nathaniel ne trahit rien, Wetherby continua avec la présomption d'une connaissance partagée, décrivant en détail comment la femme que Nathaniel courtisait avec une patience si prudente avait été laissée en attente devant l'autel de la chapelle Sainte-Catherine, tandis que son fiancé s'enfuyait sur le continent avec sa maîtresse. Comment elle s'était tenue là dans sa robe de mariée, alors que les minutes s'accumulaient en une absence indéniable, comment elle avait finalement descendu cette allée seule pendant que les invités chuchotaient et la plaignaient. Nathaniel sentit quelque chose de froid et de terrible s'installer dans sa poitrine. Pas de la pitié, jamais de la pitié, mais plutôt une fureur si intense qu'il dut se concentrer pour garder ses mains stables autour de son verre. Une rage protectrice dirigée contre un homme qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont la cruauté expliquait soudainement tout sur les murs prudents d'Éléanor, son hypervigilance, sa peur d'espérer. Et plus que cela révélait le courage extraordinaire qu'il lui fallait simplement pour exister dans la société qui avait été témoin de son humiliation, pour assister à des bals, des dîners et des réceptions à la campagne, où elle se savait définie par ce seul moment dévastateur, pour sourire, converser et maintenir son sang-froid, tout en portant le poids du jugement public et de la douleur privée.
Il s'excusa auprès de Weatherby, avec une vague explication que son ami sembla accepter, retournant à Thornwick House avec l'esprit parcourant chaque interaction qu'il avait eue avec Eleanor, réinterprétant chaque hésitation et chaque retrait à travers ce nouveau prisme de compréhension, voyant maintenant que sa méfiance n'était pas une prudence féminine générale, mais plutôt une connaissance spécifique et acquise, que les promesses pouvaient être rompues et que l'espoir pouvait devenir l'instrument de sa propre destruction. Il s'assit dans son bureau jusque tard dans la nuit, fixant le feu et pensant à elle debout devant cet autel, pensant à l'humiliation et à la douleur qu'elle avait endurée, pensant à l'homme qui avait infligé une telle cruauté et ressentant une fureur froide qui l'aurait effrayé s'il avait été capable de l'examiner objectivement, mais pensant surtout à Eleanor elle-même, à la force qu'il fallait pour reconstruire une vie à partir de telles ruines, pour risquer même les petites vulnérabilités qu'elle lui avait offertes, tout en sachant exactement à quel point la trahison pouvait être dévastatrice. Quand il se présenta au manoir Hartwick l'après-midi suivant, il vint avec la résolution absolue que son comportement ne changerait pas, qu'elle ne verrait aucune pitié dans son expression ou ses manières, qu'il ne lui donnerait aucune raison de croire que cette connaissance avait altéré son estime de quelque manière que ce soit, si ce n'est peut-être pour approfondir son respect pour sa résilience et sa détermination à se montrer digne de sa confiance. Et quand Eleanor le reçut dans le salon, il observa attentivement son visage, vit l'évaluation gardée dans ses yeux, alors qu'elle essayait de déterminer s'il avait entendu, s'il connaissait maintenant sa honte. Et il répondit en la traitant exactement comme il l'avait toujours fait, avec respect, une attention soignée, et le genre d'estime qui la reconnaissait comme une personne complète plutôt qu'une tragédie à plaindre. Il n'avait pas prévu de l'inviter à l'accompagner lors de sa visite au tenancier de Thornwick qui venait d'accueillir leur 4e enfant, mais sur le moment, cela sembla la démonstration parfaite que sa connaissance ne changeait rien de substantiel entre eux. Et quand il étendit l'invitation, la traitant comme une partenaire dont il valorisait l'opinion et la présence plutôt que comme une créature fragile nécessitant une protection, il vit quelque chose changer dans son expression, un relâchement timide de la tension. Et pendant les heures qu'ils passèrent à visiter la famille de tenanciers, à discuter de questions de gestion du domaine et de soutien approprié pour les familles grandissantes, le naturel de leur partenariat devint évident de manière qui transcendait les mots, leurs forces complémentaires, la façon dont ils semblaient anticiper les pensées de l'autre, la collaboration facile qui suggérait non pas la pitié ou la charité, mais une compatibilité authentique. Et alors qu'il retournait au manoir Hartwick dans la lumière de fin d'après-midi, Nathaniel comprit que sa résolution s'était cristallisée en quelque chose d'inébranlable. Il courtiserait Eleanor Hartwick avec une telle constance et une telle patience qu'elle en viendrait à comprendre que tous les hommes n'étaient pas Pemberton, que certaines promesses étaient tenues, que la confiance, bien que terrifiante, pouvait parfois être méritée. L'hiver était arrivé avec sa beauté austère, le paysage transformé en quelque chose à la fois sobre et magnifique, des arbres nus dessinant des lignes noires contre des ciels qui portaient la luminosité particulière de la neige à venir, les jardins du manoir Hartwick, dépouillés jusqu'à leur architecture essentielle, révélant une ossature que l'abondance estivale avait dissimulée. Nathaniel avait rendu visite à Eleanor avec une telle régularité au cours des mois précédents que sa famille ne remarquait plus ses visites, bien que les regards pleins d'espoir de sa mère et l'excitation à peine contenue de sa sœur suggérassent qu'elle comprenait la signification de sa présence constante, même si aucun accord formel n'avait été annoncé. En cet après-midi particulier, Eleanor l'avait reçu dans la bibliothèque où ils avaient passé tant d'heures en conversation confortable, le feu crépitant dans l'âtre et la lumière hivernale filtrant à travers les fenêtres avec cette qualité d'illumination qui semblait à la fois froide
et cristalline. Ils discutaient d'une question de gestion de domaine, le discours confortable d'intérêts partagés et de perspectives complémentaires. Lorsque le comportement de Nathaniel changea d'une manière qu'Éléanore perçut immédiatement, un changement subtil dans sa posture et son expression qui signalait que la conversation s'engageait sur un terrain plus personnel et infiniment plus dangereux. Il avait posé sa tasse de thé avec un soin délibéré, ses yeux gris rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle avant même qu'il ne commence à parler. Et quand les mots vinrent, ils étaient mesurés et prudents, choisis avec la précision qu'elle en était venue à reconnaître comme caractéristique de son approche de toutes les questions importantes. « Lady Eleanor, j'espère que vous savez que mon estime pour vous a grandi au fil de ces mois pour devenir quelque chose que je ne peux plus contenir dans les limites de l'amitié. J'en suis venu à comprendre que ce que je ressens est de l'admiration, certainement, mais plus que cela, une affection de la plus profonde sorte, et je me trouve incapable d'imaginer un avenir qui n'inclurait pas votre présence, votre partenariat, votre compagnie pour toutes les années à venir. » Il continua de parler, sa demande en mariage se déroulant avec une logique soignée qui mettait l'accent sur le partenariat et le respect mutuel. Parlant de leurs intérêts communs et de leur tempérament compatible, de son désir d'une union bâtie sur l'égalité intellectuelle et une estime sincère plutôt que sur une simple convenance sociale. Éléonore entendit les mots comme d'une grande distance, son esprit soudainement incapable de traiter leur signification alors même que son corps répondait par une terreur viscérale. Ses mains se mirent à trembler, sa poitrine se resserrant avec la sensation familière de la panique, la pièce semblant basculer et tourner alors que le souvenir submergeait la réalité présente. Elle était de nouveau debout devant l'autel, vêtue de satin blanc et de dentelle de Bruxelles, attendant un homme qui ne viendrait jamais, consciente des murmures et des regards apitoyés. Consciente de sa propre sottise, d'avoir cru à des promesses qui se révélèrent sans valeur. La honte et l'humiliation de ce jour-là la submergèrent avec une telle force qu'elle ne put parler, ne put respirer, ne put rien faire d'autre que de rester assise, figée, tandis que la demande en mariage soigneusement construite de Nathaniel flottait dans l'air entre eux, comme quelque chose de beau, de terrible et d'absolument impossible à accepter. Elle vit son expression passer de l'attente pleine d'espoir à une inquiétude immédiate, son mouvement instinctif vers elle freiné par une compréhension intuitive que la proximité pourrait aggraver plutôt qu'apaiser sa détresse. Il dit quelque chose, des mots qu'elle ne put tout à fait traiter à travers le rugissement dans ses oreilles, sa voix douce et prudente, lui donnant de l'espace, lui offrant une libération de l'attente d'une réponse immédiate. Éléanore se retrouva debout, sans se souvenir de s'être levée, se dirigeant vers la porte avec des mouvements saccadés et non coordonnés qui trahissaient la dissolution complète de son sang-froid, habituellement impeccable. Nathaniel ne fit aucun mouvement pour l'arrêter, se contentant de rester là, à la regarder avec une expression d'une douceur si inquiète que cela rendit en quelque sorte tout pire, rendit la terreur plus aiguë, parce qu'elle voulait désespérément dire oui, alors même que chaque instinct hurlait qu'espérer à nouveau ne mènerait qu'à une dévastation plus grande que celle qu'elle avait déjà survécue. Elle fuit la bibliothèque sans parler, le laissant seul près du feu, tandis que son esprit menait une guerre contre son cœur. Le désir luttant contre la terreur dans un conflit qui la laissa à bout de souffle et tremblante alors qu'elle atteignait sa chambre et fermait la porte sur le monde et sur l'avenir dangereux, magnifique et absolument impossible qu'il lui avait offert. Éléonore atteignit sa chambre et ferma la porte de ses mains tremblantes, s'appuyant contre le bois massif, comme s'il pouvait retenir non seulement le monde, mais aussi le torrent d'émotions qui menaçait de la submerger entièrement. Par la fenêtre,
Elle pouvait voir la neige commencer à tomber en flocons épais et silencieux, qui transformaient le paysage familier en quelque chose d'étranger et d'étrange, recouvrant les jardins et les allées d'un blanc qui semblait à la fois pur et suffocant. Elle se dirigea d'un pas mal assuré vers le siège de la fenêtre, pressant son front contre la vitre froide, tandis que son esprit rejouait la demande en mariage de Nathaniel en une répétition sans fin et torturante. Ses mots prudents, son expression sincère, l'espoir qu'elle avait vu dans ses yeux gris, avant que sa panique ne la chasse de la pièce. Et sous sa voix, elle entendait l'écho d'autres promesses, sentait le fantôme de ce jour, 4 ans auparavant, où elle s'était tenue en satin blanc, se croyant aimée, où elle avait attendu à l'autel, le cœur plein d'un espoir naïf, tandis que les minutes s'accumulaient en une certitude qu'elle avait été abandonnée, laissée debout devant Dieu et la société comme un monument à la confiance mal placée et à la foi insensée. La terreur qui l'étreignait maintenant n'était pas rationnelle ou raisonnée, mais plutôt viscérale et complète. La certitude profonde qu'espérer à nouveau ne mènerait qu'à une plus grande dévastation, car cette fois, elle saurait mieux faire, cette fois, elle ne pourrait pas invoquer l'excuse de l'innocence. Et si Nathaniel se révélait faux, s'il la quittait comme Pemberton l'avait quittée, elle n'aurait qu'elle-même à blâmer d'avoir été assez stupide pour croire que les promesses signifiaient quelque chose, que l'on pouvait faire confiance à l'affection, que l'estime d'un homme pouvait se révéler constante plutôt que commode. Elle pouvait l'imaginer avec une clarté terrible, debout à nouveau à la chapelle Sainte-Catherine, vêtue d'une autre robe de mariée, regardant les minutes passées, tandis que les invités chuchotaient avec une pitié renouvelée, les entendant dire que la pauvre Lady Eleanor aurait dû savoir, qu'il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas chez elle si 2 hommes la trouvaient indigne de tenir leurs promesses. Et l'humiliation serait insupportable cette fois, car elle serait aggravée par sa propre culpabilité d'avoir espéré, d'avoir fait confiance, de s'être permis de croire qu'elle pourrait mériter le bonheur. Et pourtant, alors même que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit avec une intensité de plus en plus frénétique, une autre voix murmurait en dessous, plus calme mais persistante, lui rappelant les mois passés, la constance sans faille de Nathaniel, la façon dont il apparaissait exactement quand il l'avait promis et la traitait avec respect plutôt qu'avec pitié, comment leur partenariat semblait naturel et juste d'une manière que ses fiançailles avec Pemberton n'avaient jamais été. Même quand elle était trop naïve pour reconnaître la différence, la camaraderie intellectuelle et les silences confortables qui suggéraient une compatibilité plus profonde que la simple convenance sociale. Et elle ne savait pas quelle voie croire, quelle vérité faire confiance, et le conflit la laissait à bout de souffle et tremblante, alors que la neige continuait de tomber au-delà de la fenêtre, s'accumulant en congères qui rendraient les routes impraticables, qui la piégeraient dans ce moment d'indécision aussi sûrement que sa peur la piégeait entre le désir et la terreur. Un léger coup à sa porte finit par percer sa conscience, et sa sœur Catherine entra sans attendre d'invitation, jetant un coup d'œil au visage d'Eleanor et traversant immédiatement la pièce pour s'asseoir à côté d'elle sur le siège de la fenêtre, prenant ses mains froides dans les siennes, chaudes, et attendant simplement avec la patience qui avait toujours caractérisé sa nature douce. Après un long silence, Eleanor se surprit à parler, les mots sortant en une confession décousue. « Il m'a demandé en mariage, et j'ai fui comme une lâche, et je veux désespérément dire oui, mais Catherine, et s'il part, et si je me tiens à nouveau à cet autel, et qu'il ne vient pas, et si tout le monde me voit humiliée une 2e fois, et me prend pour la folle que je suis. » Et Catherine écouta sans interruption jusqu'à ce que les mots se tarissent, puis parla avec une sagesse tranquille qui démentait son jeune âge, rappelant à Eleanor que refuser Nathaniel n'était pas la sécurité, mais simplement une autre sorte de perte, qu'elle ne pouvait se protéger d'un chagrin d'amour potentiel qu'en garantissant une solitude présente,
que la cruauté de Pemberton lui avait déjà volé 4 ans de sa vie, et que refuser de risquer à nouveau lui permettrait de voler toutes les années qui restaient. Et surtout, que l'amour exigeait toujours du courage, parce que l'alternative au risque de la douleur était d'accepter l'engourdissement. Et quelle mort Éléanore préférait-elle? La mort d'espérer et de peut-être perdre, ou la mort de ne jamais espérer du tout? Et Éléanore réalisa, avec une clarté soudaine et cristalline, que sa sœur avait raison, que refuser Nathaniel serait en effet laisser Pemberton gagner, serait permettre à la peur de gouverner entièrement sa vie, serait choisir la sécurité plutôt que la vie. Et tandis que la terreur restait et resterait peut-être toujours, elle comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais plutôt la décision d'agir malgré elle. Et assise là, regardant la neige transformer le monde au-delà de sa fenêtre, elle commença à imaginer quelque chose de différent du désastre que sa peur prédisait, commença à s'autoriser timidement à se souvenir de la présence constante de Nathaniel et à se demander si peut-être cette fois, cet homme pourrait réellement se révéler constant, pourrait réellement tenir les promesses qu'il faisait, pourrait réellement offrir non pas une répétition de la douleur passée, mais la possibilité d'une joie future. Éléanore envoya un mot à Nathaniel le lendemain matin, une note brève et formelle, demandant qu'il lui rende visite à 2 heures, si son emploi du temps le permettait. Elle passa les heures qui suivirent dans un état de détermination tremblante, répétant ce qu'elle devait dire tout en regardant par sa fenêtre le monde au-delà se transformer sous un ciel clair. La neige qui était tombée pendant sa sombre nuit de l'âme scintillait maintenant sous un soleil brillant qui faisait paraître tout à la fois immaculé et possible, comme si la nature elle-même offrait la preuve que les tempêtes pouvaient passer et laisser la beauté dans leur sillage. Quand Nathaniel arriva précisément à l'heure convenue, elle le reçut de nouveau dans la bibliothèque où sa demande en mariage l'avait fait fuir de panique. Mais cette fois, elle s'était armée du courage que sa sœur l'avait aidée à reconnaître, la compréhension que dire sa vérité, toute sa vérité. Les parties honteuses et douloureuses qu'elle avait gardées cachées étaient nécessaires s'il devait y avoir une possibilité de l'avenir qu'il lui offrait. Ainsi, lorsqu'il entra avec une courtoisie prudente, ses yeux gris scrutant son visage avec inquiétude et questionnement, elle lui fit signe de s'asseoir et resta elle-même debout, car le mouvement semblait nécessaire pour forcer les mots à passer la construction dans sa gorge. Elle commença à parler avec des mains qui tremblaient, malgré tous ses efforts de sang-froid, lui racontant d'abord ce jour d'il y a 4 ans, en phrases hésitantes qui prirent progressivement de l'élan à mesure que l'histoire se déversait d'elle. Comment elle s'était tenue à la chapelle Sainte-Catherine en satin blanc et dentelle de Bruxelles. Comment les minutes s'étaient accumulées pendant que les invités chuchotaient et s'agitaient mal à l'aise. Comment elle avait senti le moment exact où l'attente était devenue la certitude que Lord Pemberton ne viendrait pas. Comment elle avait descendu l'allée seule, dépassant des visages apitoyés, tandis que l'humiliation la brûlait comme un feu. Puis les conséquences, les semaines d'isolement et la ruine sociale, la façon dont les invitations cessèrent et les soi-disant amis parlèrent d'elle sur des tons de sympathie condescendante. Et enfin, la lettre de Pemberton expliquant sa liaison de longue date avec une autre femme. Sa cruauté désinvolte en admettant qu'il n'avait jamais vraiment eu l'intention d'épouser Éléanore, mais s'était retrouvé piégé par les circonstances et les attentes familiales jusqu'à ce que la fuite lui semble sa seule option. Elle raconta à Nathaniel comment elle avait brûlé cette lettre et regardé ses rêves naïfs se transformer en cendres, mais ne pouvait pas brûler le souvenir, ne pouvait pas effacer la leçon fondamentale qu'elle avait apprise sur l'inutilité des promesses et la folie de la confiance. Sa voix se brisa alors qu'elle décrivait la peur qui l'étreignait maintenant, la terreur de se tenir à nouveau devant un autel, d'espérer à nouveau, de risquer l'humiliation dévastatrice d'être abandonnée une 2e fois, car que dirait cela d'elle?
Quel défaut essentiel devait-elle posséder si deux hommes la trouvaient indigne de tenir leurs promesses? Elle expliqua qu'elle voulait désespérément dire oui à sa proposition, mais ne savait pas comment faire taire la voix qui insistait sur le fait qu'espérer, c'était simplement inviter une plus grande douleur, que faire confiance à nouveau prouverait qu'elle n'était pas courageuse, mais simplement stupide. Quand elle se tut enfin, les mots épuisés et son sang-froid ne tenant plus qu'à un fil, elle regarda Nathaniel, assis là, la regardant avec une expression d'une attention si concentrée qu'elle sut qu'il avait entendu non seulement ses mots, mais la peur qui les sous-tendait. Le silence qui suivit sembla lourd d'émotion, pesé de tout ce qu'elle avait révélé et de tout ce qui était maintenant en jeu. Elle attendit sa réponse, le cœur battant à tout rompre et les mains toujours tremblantes, incertaine si la confession apporterait le soulagement ou confirmerait simplement qu'elle était trop abîmée pour le bonheur qu'il lui offrait, mais sachant que l'honnêteté était le seul fondement sur lequel quelque chose de réel pourrait être construit. Ainsi, elle se tint dans la lumière du soleil d'hiver qui filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque et attendit que Nathaniel parle, juge, décide si sa confiance brisée pouvait être digne de sa patiente estime. Nathaniel resta silencieux un long moment après la fin de la confession d'Éléanore, et elle le regarda, le cœur suspendu entre deux battements, tandis que ses yeux gris tenaient les siens avec une intensité qui semblait voir non seulement sa peur présente, mais toute la douleur accumulée qui l'avait façonnée. Quand il parla enfin, sa voix était calme, mais portait un poids d'émotion soigneusement contrôlé, et il commença par lui dire quelque chose qu'elle ignorait, qu'il avait lui aussi été fiancé, des années auparavant, avant son service diplomatique, à une jeune femme de bonne famille qu'il avait cru aimer avec la certitude fervente de la jeunesse. Elle avait semblé lui rendre son affection avec une égale mesure jusqu'à 3 semaines avant leur mariage, quand il découvrit tout à fait par hasard qu'elle entretenait une liaison avec son meilleur ami, que les deux avaient prévu de s'enfuir, mais que la famille de son ami avait menacé de le déshériter. Elle était donc restée fiancée à Nathaniel, tout en maintenant son véritable attachement ailleurs. Il l'avait confrontée pour l'entendre admettre avec une cruauté désinvolte qu'elle ne l'avait jamais aimé, mais plutôt son titre et sa fortune, qu'elle le trouvait trop sérieux et froid, que l'épouser aurait été un sacrifice qu'elle était prête à faire pour la sécurité, mais pas pour l'amour. Nathaniel raconta à Éléanore qu'il avait immédiatement mis fin aux fiançailles et s'était jeté dans le travail diplomatique à l'étranger, utilisant le devoir et la distance comme bouclier contre toute vulnérabilité future. Pendant des années, il avait assisté aux événements sociaux lorsque cela était nécessaire, mais avait maintenu un détachement émotionnel prudent, avait refusé toutes les tentatives de mariage arrangées, avait construit des murs aussi sûrement qu'Éléanore avait construit les siens. Il expliqua que ce qui l'avait attiré chez elle n'était pas la pitié ou la convenance, mais plutôt la reconnaissance. Il avait vu dans son calme posé et sa distance prudente un reflet de sa propre armure protectrice, avait senti sous son attitude contrôlée la même solitude qu'il ressentait. Leur conversation avait révélé non seulement une compatibilité intellectuelle, mais quelque chose de plus profond, une qualité d'authenticité qui venait du fait d'avoir survécu à la trahison et d'avoir choisi de continuer à vivre malgré tout. Il lui dit que sa force l'étonnait, qu'apparaître en société après une telle humiliation publique exigeait un courage qu'il admirait profondément, que gérer le domaine de son père avec une telle compétence, tout en portant une douleur privée, témoignait d'un caractère bien au-delà de ce que les jugements superficiels de la société reconnaissaient. Puis sa voix baissa encore plus, alors qu'il prononçait les mots qui résonneraient à jamais dans la mémoire d'Éléanore. « Je ne suis pas Pemberton, Éléanore. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir, et je préférerais rester célibataire tous les jours de ma vie que de me montrer indigne de la confiance que vous pourriez m'accorder. » Il lui dit qu'il comprenait sa peur parce qu'il l'avait ressentie lui-même,
qu'apprendre à espérer à nouveau après une trahison était peut-être la chose la plus difficile qu'un cœur puisse tenter. Il ne la presserait donc pas pour une réponse immédiate, ni n'exigerait qu'elle mette de côté des années de prudence protectrice simplement parce qu'il le demandait. Au lieu de cela, il proposa qu'ils aient de longues fiançailles, des mois ou même une année si elle en avait besoin, sans annonce publique, sans pression sociale, simplement du temps pour qu'elle observe sa constance, pour tester ses promesses à l'aune de ses actions, pour devenir certaine dans son propre esprit et son propre cœur qu'il pensait ce qu'il disait. Et si à un moment quelconque elle souhaitait mettre fin aux fiançailles, elle serait libre de le faire sans conséquence ni récrimination. Eleanor sentit des larmes couler sur ses joues pendant qu'il parlait, des années d'émotions contenues se libérant enfin, et elle réalisa qu'elle ne pleurait pas de peur maintenant, mais de quelque chose de plus complexe, le soulagement qu'il comprenne, la gratitude qu'il offre la patience plutôt que la pression, et sous tout cela, le murmure timide, fragile et terrifiant de l'espoir que peut-être cette fois, cet homme pourrait réellement se révéler constant, pourrait réellement tenir ses promesses, pourrait réellement offrir non pas une répétition de la trahison passée, mais la possibilité d'une joie future. Elle réussit à hocher la tête, bien qu'elle ne pût encore parler, acceptant son offre de temps, ne disant pas oui mais, de manière cruciale, ne disant pas non non plus. Nathaniel tendit la main à travers l'espace qui les séparait pour prendre doucement la sienne, son contact chaud et stable. Et ils restèrent assis ensemble dans la lumière du soleil d'hiver qui filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque, tandis que les larmes d'Éléanor tombaient et que le monde semblait retenir son souffle au seuil de la transformation. Le printemps arriva avec la grâce timide de tous les nouveaux commencements, apportant avec lui des feuilles d'un vert pâle, se déroulant sur les branches nues, et des crocus précoces perçant la terre ramollie. Eleanor observait le renouveau du monde depuis les fenêtres du manoir Hartwick, avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, bien qu'elle examinât ce sentiment avec soin, comme on examinerait une chose belle, mais potentiellement fragile, incertaine si elle se briserait à une manipulation brutale ou se révélerait plus résiliente que la peur ne le prédisait. Dans les mois qui suivirent son acceptation du temps offert par Nathaniel, elle découvrit que la confiance pouvait en effet être reconstruite par l'accumulation de petites constances. Il venait quand il disait qu'il le ferait, arrivait à l'heure précise promise, et quand des affaires inattendues l'obligeaient à annuler un engagement, il envoyait un mot immédiatement avec de sincères excuses et une proposition alternative spécifique, ne la laissant jamais se demander ou attendre dans l'incertitude anxieuse qui avait autrefois défini son expérience des promesses. Ils maintinrent leur accord de discrétion, ne faisant aucune annonce publique d'entente entre eux, ce qui accorda à Éléanor la liberté d'observer sans le poids des attentes sociales ou la peur de l'humiliation publique si elle décidait finalement qu'elle ne pouvait pas continuer. Elle se surprit à laisser progressivement l'espoir prendre racine, imaginant timidement à quoi pourrait ressembler un avenir avec cet homme constant et patient qui traitait son intelligence avec respect et sa peur avec compréhension. Cependant, un après-midi de fin avril, la panique la saisit sans avertissement, alors qu'ils étaient assis dans le salon du manoir Hartwick à discuter d'un livre qu'il lui avait apporté. Soudain, elle ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser au-delà de la certitude écrasante qu'elle était sotte, que faire confiance à nouveau mènerait inévitablement à une nouvelle dévastation. Elle se leva brusquement avec une excuse balbutiée, s'attendant à de la colère ou de la frustration face à sa terreur irrationnelle. Mais Nathaniel posa simplement sa tasse de thé et la regarda de ses yeux gris constants et dit doucement « Eleanor, je ne vais nulle part. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand vous serez prête à continuer notre conversation, ou si vous préférez, je peux prendre congé
et revenir demain, ce qui vous apportera la paix. » Son acceptation calme de sa peur, sans jugement ni pression, la stabilisa, en quelque sorte, plus que n'importe quelle protestation de dévotion n'aurait pu le faire. Début mai, ils assistèrent ensemble à un événement caritatif du village, à la chapelle Sainte-Catherine, et Éléanore sentit son cœur battre la chamade à l'approche du bâtiment où elle s'était autrefois tenue abandonnée. Mais Nathaniel marchait à ses côtés avec une présence solide. Et alors qu'ils entraient dans la nef avec ses arches de pierre familières et ses vitraux, elle réalisa, avec une sorte de révélation, que la chapelle n'était qu'un bâtiment, que le passé n'était qu'un souvenir, que ces espaces physiques ne détenaient que le pouvoir et la signification qu'elle choisissait de leur accorder. Debout là, avec le bras de Nathaniel Stable sous sa main, elle comprit qu'elle n'était pas la même jeune fille terrifiée et abandonnée d'il y a 4 ans, mais plutôt une femme qui avait survécu à une douleur dévastatrice et avait appris qu'elle possédait une force qu'elle n'avait jamais imaginée. Et peut-être plus significativement, elle reconnut que Nathaniel n'était pas à Pemberton, que sa présence constante au cours de ces mois de cour discrète avait démontré un caractère que les actions prouvaient bien plus sûrement que les mots ne le pourraient jamais. Et alors qu'il se déplaçait dans la chapelle pour distribuer des paniers aux familles dans le besoin, Éléanore sentit quelque chose changer fondamentalement en elle, un relâchement de la peur qui avait étreint son cœur pendant si longtemps, une croyance prudente mais sincère que peut-être cette fois, cet homme, cette possibilité pourrait réellement mener non pas à un nouveau chagrin d'amour, mais au partenariat authentique et à la joie qu'elle avait autrefois rêvé possible. L'été arriva en vagues de chaleur et d'abondance, transformant les jardins du manoir Hartwick en une émeute de couleurs et de parfums. Un soir de fin juin, Éléanore se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les roses s'épanouir dans la lumière dorée du coucher de soleil approchant, leurs pétales se déroulant avec la certitude confiante des choses qui savaient que leur saison était arrivée. Elle sentit quelque chose s'installer en elle qui avait été instable depuis si longtemps, une certitude tranquille qui reflétait la floraison sans hésitation des roses, une reconnaissance que sa saison à elle était enfin venue, que le long hiver de la peur et le printemps timide de l'espoir prudent avaient cédé la place à quelque chose de plus chaud et de plus sûr. Elle réalisa, avec une clarté soudaine et cristalline, qu'elle était prête, que la peur qui avait étreint son cœur pendant des mois n'avait pas entièrement disparu, mais s'était transformée en quelque chose qu'elle pouvait porter sans être écrasée par son poids, en courage plutôt qu'en paralysie. Et elle sut avec une certitude profonde qu'elle voulait épouser Nathaniel Ashford, voulait construire une vie avec cet homme patient et constant qui avait prouvé, par l'accumulation de petites constances, que ses promesses signifiaient quelque chose. La prise de conscience n'apporta pas la panique comme elle l'aurait fait autrefois, mais plutôt un sentiment de justesse qui ressemblait à un retour à la maison après un long exil. Elle quitta donc sa chambre avec détermination, traversant les couloirs familiers du manoir Hartwick et sortant dans les jardins où elle savait qu'elle le trouverait. Car il avait pris l'habitude de se promener parmi les roses le soir quand il venait. Elle le trouva là comme prévu, sa grande silhouette se découpant sur la lumière mielée, et quand il se tourna à son approche, quelque chose dans son expression dut communiquer son intention, car ses yeux gris s'aiguisèrent d'attention et d'un espoir prudent. Éléanore s'arrêta devant lui, le cœur battant fort et régulièrement plutôt que frénétiquement, et elle dit d'une voix qui ne tremblait pas : « Nathaniel, j'ai une réponse pour vous. » Elle vit ses mains se crisper légèrement sur ses flancs, seul signe extérieur de tension dans son attitude par ailleurs calme, et elle continua : « Oui, je vous épouserai. J'en suis certaine maintenant. Je suis prête. » Pendant un instant, il la regarda simplement, comme pour graver ce moment dans sa mémoire permanente.
Puis la joie éclata sur ses traits comme un lever de soleil, soigneusement contrôlé comme toutes ses émotions, mais indubitablement sincère. Il s'avança pour prendre ses mains dans les siennes, son contact chaud, solide et réel, et il dit doucement « Élanor, vous m'avez rendu plus heureux que je ne le croyais possible. » Puis il la rapprocha, et elle se hissa sur la pointe des pieds pour le rencontrer, et leur premier vrai baiser fut tout ce qu'elle ne s'était pas permis d'imaginer, tendre, prometteur et plein de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, elle dit quelque chose qui le surprit clairement. « Je veux me marier à la chapelle Sainte-Catherine. » Elle vit son inquiétude momentanée, craignant qu'elle ne se force à affronter un traumatisme. Mais elle secoua la tête et expliqua. « Je ne laisserai pas cet endroit rester un lieu de chagrin. Je le transformerai, je le reconquérai, je lui donnerai une nouvelle signification. » L'expression de Nathaniel se mua en une profonde admiration, et il dit « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Et ils restèrent ensemble dans le jardin d'été, alors que la lumière virait au rose et à l'or, planifiant un avenir qui ne ressemblait pas à des rêves naïfs, mais à un sol solide sous leurs pieds. La décision d'Éléanor de se marier à la chapelle Sainte-Catherine nécessitait une explication, car la réponse initiale de Nathaniel avait été une inquiétude immédiate, craignant qu'elle ne se force à affronter un traumatisme avant d'être prête, qu'elle n'essaie de prouver quelque chose à la société ou à elle-même par la seule force de sa volonté plutôt que par une guérison sincère. Mais elle prit ses mains dans les siennes, là dans le jardin d'été, et expliqua avec une conviction tranquille qu'il ne s'agissait pas de forcer quoi que ce soit, mais plutôt de reconquérir ce qui lui avait été volé, qu'elle ne permettrait pas que cette belle vieille chapelle, avec ses arches de pierre et sa lumière chatoyante, reste à jamais dans son esprit comme le lieu de sa plus grande humiliation, qu'elle refusait d'accorder à l'abandon de Pemberton le pouvoir de transformer un espace sacré en un lieu de douleur permanente. Et pendant qu'elle parlait, l'expression de Nathaniel passa de l'inquiétude à une profonde admiration, car il comprit que ce n'était pas la décision d'une femme fuyant son passé, mais plutôt de quelqu'un qui avait décidé de l'affronter directement et d'en transformer la signification par la création de souvenirs nouveaux et meilleurs. Il dit doucement qu'il soutiendrait tout ce qu'elle déciderait, qu'il pourrait se marier n'importe où ou nulle part tant qu'il se mariait, mais que si elle choisissait Sainte-Catherine, il se tiendrait à ses côtés avec fierté et joie. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à planifier une cérémonie qui serait intime plutôt que grandiose, n'incluant que les personnes qui avaient vraiment soutenu Éléanor dans ses moments les plus sombres, plutôt que les invités par obligation et les arrivistes sociaux qui avaient été témoins de son premier mariage prévu. Quand Éléanor annonça sa décision à ses parents, sa mère pleura d'un mélange complexe de joie pour les fiançailles et de reconnaissance émotionnelle du courage de sa fille, tandis que son père l'embrassa avec une fierté féroce et dit qu'elle était devenue une femme d'une plus grande force qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Sa sœur Catherine répondit avec un soutien si enthousiaste qu'Éléanor se mit à rire du torrent de suggestions pour l'organisation du mariage, bien qu'ils gardassent les plans simples et personnels plutôt qu'élaborés. Un après-midi de juillet, Éléanor se rendit seule à la chapelle Sainte-Catherine, demandant à son cocher d'attendre pendant qu'elle entrait seule dans la nef silencieuse. Elle se tint à l'endroit précis où elle s'était tenue 4 ans plus tôt dans sa robe élaborée, le cœur plein d'un espoir naïf, attendant un homme qui ne viendrait jamais. Le souvenir revint, vif et douloureux comme il le faisait toujours dans cet espace, mais cette fois, Éléanor ne le fuit pas, mais se laissa plutôt le ressentir pleinement, l'humiliation, le chagrin, l'effondrement des rêves. Puis elle choisit consciemment de se pardonner d'avoir espéré cette première fois,
d'avoir été assez jeune et assez confiante pour croire à des promesses qui se révélèrent vides. Elle s'autorisa à reconnaître qu'espérer à nouveau avec Nathaniel n'était pas de la folie, mais plutôt le courage profond de quelqu'un qui avait été dévasté et refusait pourtant de laisser la dévastation définir le reste de sa vie. Elle se tint là, dans la lumière colorée qui tombait des vitraux, et se fit la promesse que lorsqu'elle reviendrait dans cette chapelle en tant que mariée, elle ne serait pas la même jeune fille effrayée qui avait attendu ici en vain, mais plutôt une femme qui connaissait sa propre valeur et avait choisi un homme qui reconnaissait et honorait cette valeur de manière constante par des actions plutôt que par des mots vides. L'automne était revenu à la campagne avec son inclinaison particulière de lumière dorée et sa promesse vive de transformation. Un matin de fin septembre, 4 ans presque jour pour jour après cette aube grise où Éléanore avait attendu à un hôtel un homme qui n'était jamais venu, elle se tenait une fois de plus dans sa chambre au manoir Hartwick, se préparant à devenir une mariée. Mais tout dans cette préparation semblait fondamentalement différent de cette première anticipation fébrile, car là où il y avait eu autrefois un espoir frénétique et une excitation nerveuse, il existait maintenant une certitude calme et profonde qui s'installait dans ses os comme un roc. Sa robe reflétait cette transformation, plus simple dans sa conception que la confection élaborée qu'elle avait portée auparavant, faite de soie ivoire qui tombait en lignes nettes et élégantes, sans ornementation excessive, comme si la robe elle-même comprenait qu'elle n'avait plus besoin d'artifice ou de décoration, mais pouvait se tenir dans sa propre vérité essentielle. Alors que sa mère attachait les petits boutons de perles dans son dos, Éléanore remarqua que ses mains étaient stables plutôt que tremblantes, sa respiration régulière plutôt que rapide de panique. Elle croisa son propre regard dans le miroir et reconnut la femme qui la regardait, non pas la jeune fille naïve qui avait cru que les promesses venaient sans preuve, mais une femme qui avait été brisée et s'était minutieusement reconstruite en quelque chose de plus fort et de plus authentique qu'elle ne l'avait été auparavant. Quand son père vint la chercher, ses yeux s'emplirent de larmes, alors qu'il disait qu'elle n'avait jamais été aussi belle, bien qu'Éléanore sût qu'il ne parlait pas de son apparence, mais plutôt de la qualité de paix qui émanait d'elle, la preuve visible d'une guérison durement acquise. Alors qu'il traversait la campagne familière en direction de la chapelle Sainte-Catherine, elle nota des points de repère qui n'avaient pas changé en 4 ans, alors qu'elle avait entièrement changé. Le chêne ancien au carrefour, étendant toujours ses branches en bénédiction, le pont de pierre sur le ruisseau, s'arquant toujours gracieusement sur une eau qui coulait toujours vers l'avant, jamais en arrière. Quand la chapelle apparut, son cœur battit fort et régulièrement plutôt que frénétiquement, et le matin d'automne les avait bénis d'un temps qui ressemblait à une grâce manifeste, une lumière chaude se déversant à travers les trouées dans les nuages blancs pour dorer les pierres anciennes. Son père l'aida à descendre de la voiture avec une main qui tremblait légèrement, bien que la sienne ne tremblât pas, et ensemble ils entrèrent dans le petit vestibule de la chapelle, où Catherine attendait avec le simple bouquet de roses et de marguerites d'automne d'Éléanore, le visage de sa sœur rayonnant de joie et de fière fierté. Puis les portes de la chapelle s'ouvrirent, et Éléanore put voir le long de la courte allée jusqu'à l'endroit où Nathaniel attendait près de l'autel, sa grande silhouette solide, présente et absolument certaine, ses yeux gris trouvant immédiatement les siens avec une expression d'un amour si profond et d'un engagement si constant qu'Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux, bien que ce fussent des larmes de gratitude plutôt que de peur. En avançant au bras de son père, elle était parfaitement consciente de la profonde différence entre ce moment et ce terrible matin d'il y a 4 ans, car alors elle avait marché vers un espace vide et des promesses rompues, tandis que maintenant elle marchait vers un homme qui avait prouvé, par d'innombrables petites constances,
que sa parole avait un sens, que l'on pouvait compter sur sa présence, qu'il ne disparaîtrait pas comme une brume matinale à la première épreuve. Quand son père plaça sa main dans celle de Nathaniel, la chaleur et la solidité de sa prise semblèrent une réponse à des questions qu'elle se posait depuis des années, et elle sut avec une certitude absolue qu'elle était enfin véritablement choisie. La cérémonie commença avec une telle simplicité tranquille qu'elle ressemblait presque à une prière plutôt qu'à une déclaration publique. Alors qu'Éléanor se tenait aux côtés de Nathaniel devant le vicaire, elle était parfaitement consciente des visages rassemblés dans les bancs derrière eux. Non pas la foule d'obligations et de curiosité qui avait été témoin de son premier mariage prévu, mais plutôt le petit groupe de personnes qui l'avaient vraiment aimé dans ses moments les plus sombres. Ses parents, avec des larmes coulant déjà sur leurs visages, sa sœur Catherine rayonnant d'une joie féroce, le meilleur ami de Nathaniel, Lord Ashworth, qui était devenu son ami aussi, la gouvernante du manoir Hartwick, qui avait apporté du thé à Eleanor pendant ses premières semaines terribles d'isolement, les familles de tenanciers qui avaient bénéficié de sa gestion prudente et ne l'avaient jamais traité comme un objet de pitié. Quand le vicaire commença les mots traditionnels, Éléanor constata que sa voix sortait stable et claire lorsqu'il fut temps de prononcer ses vœux, sans tremblement ni hésitation, mais plutôt avec une certitude ferme, qui semblait venir d'un endroit profond en elle, forgé par la souffrance en quelque chose d'inébranlable. Elle promit d'aimer et d'honorer cet homme, non pas avec l'enthousiasme naïf d'un espoir non éprouvé, mais avec le choix conscient de quelqu'un qui comprenait exactement ce que signifiaient les promesses et combien de courage il fallait pour les faire. Quand Nathaniel prononça ses vœux en retour, ses yeux gris ne quittèrent jamais les siens, et ses mots n'étaient pas les phrases formelles standards, mais quelque chose qu'il avait écrit lui-même, spécifique et personnel, faisant référence au jardin où ils avaient vraiment parlé pour la première fois, à la patience qu'ils avaient tous deux apprise à travers leurs blessures distinctes, au partenariat d'égaux qu'il envisageait pour leur avenir. Sa voix avait une telle intensité tranquille qu'Éléanor sentit des larmes glisser sur ses joues, bien qu'elle souriait. Lorsque le vicaire les prononça enfin mari et femme, et que Nathaniel l'embrassa avec une tendre révérence, Éléanor vécut une percée émotionnelle si profonde qu'elle sembla presque physique, comme si quelque chose qui avait été gelé dans sa poitrine pendant 4 ans se dégelait soudainement et recommençait à couler. Ce n'était pas une simple joie qu'elle ressentait, bien que la joie fût certainement présente, mais plutôt quelque chose de plus complexe et de durement gagné. La justification d'avoir eu raison d'espérer à nouveau, la guérison qui venait d'avoir un terrible souvenir superposé à un souvenir magnifique dans le même espace, la transformation de la jeune fille abandonnée qu'elle avait été en la femme choisie qu'elle était devenue. Alors qu'ils se tournaient pour redescendre l'allée ensemble, Éléanor était extrêmement consciente de l'achèvement symbolique de ce moment. Elle parcourait le même chemin qu'elle avait parcouru seule dans la dévastation 4 ans auparavant, mais le parcourait maintenant avec un partenaire dont la main tenait fermement la sienne et dont la présence à ses côtés était la preuve solide que certaines histoires trouvent que leur juste fin, même après les faux départs les plus douloureux. Lorsqu'ils sortirent de la chapelle dans la lumière du soleil d'automne qui avait percé les nuages du matin avec un timing presque théâtral, Éléanor s'arrêta et se tourna pour regarder l'ancien bâtiment de pierre. Elle libéra consciemment le fantôme de ce matin gris où elle s'était tenue à l'intérieur, seule et humiliée, le laissa se dissiper comme de la fumée dans l'air doré, et elle comprit que la chapelle Sainte-Catherine n'aurait plus jamais de pouvoir sur elle en tant que site de traumatisme, mais avait été reconquise comme un simple et bel édifice ancien où elle avait autrefois souffert, mais avait finalement triomphé. Nathaniel serra doucement sa main, comme s'il comprenait exactement ce que ce moment signifiait pour elle, et ensemble, ils marchèrent vers la voiture qui les emmènerait vers leur avenir, laissant le passé enfin et entièrement derrière eux,
là où il devait être. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin d'automne, où Éléanore avait descendu l'allée de la chapelle Sainte-Catherine en tant que duchesse de Thornwick, et la transformation de sa vie avait été si complète et si profonde que parfois, elle devait s'arrêter et se rappeler que la femme anxieuse et sur ses gardes qu'elle avait été était la même personne que la femme qu'elle était devenue. Par un après-midi chaud de fin d'été, elle se tenait dans les jardins du domaine de Thornwick, regardant ses enfants jouer parmi les rosiers qu'elle avait elle-même redessinés. James, 3 ans, chassait les papillons avec la concentration sérieuse qu'il avait héritée de son père, tandis que le bébé Caroline dormait dans les bras de sa nourrice, à l'ombre tachetée d'un chêne ancien. Eleanor ressentit un contentement si profond qu'il en était presque douloureux dans son intensité, non pas le bonheur superficiel de quelqu'un qui n'avait jamais souffert, mais plutôt la paix durement acquise de quelqu'un qui était descendu dans les ténèbres et remonté vers la lumière et connaissait la différence entre les deux. Elle avait endossé son rôle de duchesse avec une confiance qui venait d'un partenariat authentique avec Nathaniel, car il la consultait sur les affaires du domaine et les décisions politiques, et la traitait non pas comme un ornement ou un réceptacle pour des héritiers, mais comme une égale dont il appréciait l'intelligence et le jugement. Le personnel de la maison la respectait parce qu'elle avait gagné ce respect par sa compétence et son équité, et les tenanciers lui faisaient confiance parce qu'elle connaissait leurs noms et leurs préoccupations et travaillait sans relâche pour améliorer leurs conditions. Quand la société chuchotait à propos de la duchesse de Thornwick maintenant, il ne parlait pas de la femme qui avait été abandonnée, mais plutôt de sa gestion remarquable du domaine pendant l'absence de Nathaniel pour des missions diplomatiques, de ses solutions intelligentes aux problèmes agricoles, de sa gentillesse envers les nécessiteux. Cet après-midi-là, alors qu'Eleanor se tenait dans son jardin, une voiture arriva, transportant une jeune femme qu'elle avait brièvement rencontrée à Londres, Lady Beatrice Weston, dont le visage portait cette pâleur particulière et ce sang-froid fragile qu'Eleanor reconnut immédiatement comme le masque d'une récente dévastation sociale, car les fiançailles de Béatrice avaient été rompues dans des circonstances scandaleuses et elle était venue à Thornwick, sur la douce invitation d'Eleanor, pour échapper au pire des commérages de Londres. Eleanor la reçut avec chaleur et sans question, comprenant que ce dont la jeune fille avait le plus besoin était une simple acceptation sans jugement. Autour d'un thé dans le salon, le sang-froid de Béatrice se fissura enfin, et elle parla d'une voix hésitante de son humiliation et de sa peur de ne jamais s'en remettre, que sa vie était effectivement terminée à 22 ans. Eleanor écouta avec la patience de quelqu'un qui avait elle-même parcouru ce chemin, et, lorsque Béatrice se tut enfin, Éléanore parla doucement de sa propre expérience, non pas avec des détails dramatiques, mais avec une simple honnêteté. Elle dit à la jeune femme que la douleur qu'elle ressentait était réelle et valide, et ne devait pas être diminuée, mais qu'elle ne durerait pas éternellement, que la guérison était possible même quand elle semblait impossible, que parfois ce qui semblait être la pire chose qui puisse arriver était en fait une redirection vers quelque chose de mieux. Béatrice la regarda avec un espoir naissant, comme si l'existence même d'Éléanore était la preuve que la survie était possible. Plus tard dans la soirée, lorsque les enfants eurent été couchés, Éléanore et Nathaniel s'assirent ensemble dans la bibliothèque, dans le silence confortable de 2 personnes qui n'avaient pas besoin d'une conversation constante pour se sentir connectées. Il leva les yeux de la correspondance qu'il lisait pour étudier son visage avec une expression d'un amour si durable qu'Éléanore sentit son cœur se dilater comme il le faisait encore après 5 ans de mariage. Il dit simplement que l'avoir conseillé Béatrice lui avait rappelé pourquoi il était tombé amoureux d'elle en premier lieu, sa force, sa compassion et son refus de laisser la souffrance la rendre amère. Eleanor s'approcha de lui, prit sa main et réfléchit à voix haute qu'elle était reconnaissante pour tout, même la douleur, car ce terrible jour à la chapelle Sainte-Catherine l'avait mise sur un chemin qui menait finalement à cette pièce,
à cet homme, à cette vie. Et elle comprenait maintenant que parfois, le pire des chagrins d'amour était nécessaire pour ouvrir les endroits où le véritable amour pourrait finalement prendre racine.